Je suis monté dans sa voiture côté passager en lançant « Salut mon pote, ça va ?» Mais Greg avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai demandé « Bah, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il m'a répondu par une question. Tu vis là-dedans ?» Il parlait de la maison d'Amise et de la grande maison du terrain dans son ensemble. J'ai répondu « Ouais, c'est plutôt sympa comme deal. » Greg a soupiré, on a démarré vers Candlestick Park, et sur la route il m'a raconté l'histoire. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu une passion pour le dessin et la peinture. Quand j'ai annoncé à mon père que je voulais devenir artiste, il a marqué un temps d'arrêt, puis il m'a répondu « J'espère que tu aimes les pâtes au beurre ». C'était en quelque sorte prophétique, parce que, oui, j'ai fini par aimer les pâtes au beurre. Mais ce qu'il voulait vraiment dire par là, c'est que je devais me préparer à galérer et à tirer le diable par la queue. Et bon sang, il avait raison. Après le lycée, j'ai choisi de ne pas aller à l'université. J'ai enchaîné les petits boulots ingrats jusqu'à ce que j'ai assez d'argent de côté pour déménager à San Francisco. Une fois sur place, j'ai vécu pendant environ 18 mois dans un appartement partagé à Hunters Point, avec une bande d'autres artistes fauchés, en essayant de percer dans la scène locale. Cette période a été très dure, et pour plusieurs raisons. Il y avait beaucoup de criminalité, beaucoup de drogue, et en dehors des quelques dollars de l'heure que je gagnais comme garçon de course à mi-temps, j'étais complètement à sec. Pour couronner le tout, je vivais avec un défilé incessant de gens peu fiables, égocentriques et capricieux, qui dilapidaient l'argent de papa-maman en prétendant être artistes, mais qui achetaient bien plus de shit et de pilules que de toiles ou de crayons. Je savais que je devais commencer à gagner de l'argent et trouver un meilleur logement, parce qu'un an de plus avec ces bouffons et j'aurais pété un câble. Alors j'ai cherché du boulot comme un forcené, jour après jour, pendant un mois entier. C'était épuisant. Quand j'ai senti que j'allais craquer, j'ai commencé à envisager de rentrer la queue entre les jambes chez mes parents, le temps de remettre de l'argent de côté pour retenter ma chance à New York. Mais juste au moment où tout semblait perdu, j'ai rencontré un type nommé Greg. On s'est croisés devant un magasin d'alcool. Il m'a demandé du feu et il avait l'air d'avoir passé la pire journée de sa vie. Quand je lui ai demandé s'il allait bien en allumant sa cigarette, il m'a expliqué qu'il allait se faire virer de son boulot en marketing pour avoir raté une date butoir. Il avait un projet à 95% terminé, mais un graphiste l'avait lâché en plein milieu. Et il lui manquait une série de logos potentiels pour une société financière cliente de son agence. Bref, pour faire court, j'ai bossé toute la nuit et je lui ai livré ses logos à un tarif très réduit par rapport à ce qu'il avait promis au graphiste qui l'avait planté. Et c'est comme ça qu'a commencé une collaboration très fructueuse entre moi et ce bon vieux Greg. Grâce à ça, j'ai enfin pu quitter ce taudis que j'appelais appartement et commencer à vivre comme un vrai être humain. Une fois que j'ai commencé à gagner vraiment de l'argent, j'ai cherché des appartements plus corrects pour une personne seule autour de San Francisco. J'en ai visité plusieurs, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. J'hésitais encore quand je suis allé voir un bien à Mill Valley. L'annonce disait juste « Appartement une chambre, salle de bain sur une propriété partagée ». C'est tout. Mais quand je suis arrivé sur place, j'ai compris à quel point l'annonce était modeste. Cet appartement une chambre, une salle de bain était en réalité une maison d'amis construite dans le jardin d'une de ces villas de style revival méditerranéen typique du quartier. Vous savez, ces maisons aux couleurs terreuses avec des tuiles, des arches, des colonnes et tout le tralala. J'ai rencontré le propriétaire, un homme d'une 50aine ou 60aine d'années, qui m'a fait visiter rapidement la maison d'Amise avant d'aborder le sujet du loyer. Quand il m'a annoncé $650 par mois, je n'en ai pas cru mes oreilles. À l'époque, c'était un prix très raisonnable pour un logement de cette qualité. Pas bas au point d'être suspect, mais suffisamment attractif pour que je propose immédiatement un dépôt et le premier mois en avance.
Le type semblait un peu méfiant, sans doute parce que je paraissais désespéré à l'idée de m'installer. Il m'a dit qu'il allait réfléchir et me tenir au courant. C'est là que je lui ai raconté une partie de mon histoire. Je lui ai expliqué que j'avais enfin une vraie chance de vivre mon rêve, et que je ne pouvais pas laisser la bande de losers toxicomanes et nocturnes avec qui je vivais tout gâcher. J'ai proposé 700, puis 750 $ par mois, ça me coûtait cher. Mais il m'a répondu qu'il ne voulait pas plus d'argent. Ce qu'il voulait, c'était quelqu'un de discret, qui se mêlait de ses affaires, payait en liquide et à l'heure. J'ai juré sur tous les saints du paradis que j'étais la bonne personne, que j'étais trop occupé à travailler pour me soucier de ce qui se passait dans la grande maison, que je ne ferais jamais de fête dans ce que je considérais comme mon atelier. S'il me confiait l'appartement, il ne saurait même pas que j'existais. La seule preuve de ma présence serait l'enveloppe de billets glissée sous sa porte le 1er de chaque mois. À part ça, je serais un fantôme. Quand j'eus fini, il est resté silencieux un moment. Puis il m'a dit de venir chercher les clés le 1er du mois. J'aurais pu danser dans l'allée en partant. J'étais aux anges. Il ne me restait plus qu'une semaine à tirer dans ce taudis de Hunters Point. Le 1er du mois, mon pote Greg m'a prêté sa voiture pour déménager mes affaires, et j'étais parti. Déménager dans cette maison a été semblable à un défilé victorieux. J'avais un travail régulier, un bel appartement, et en Greg j'avais trouvé un véritable ami, pas un parasite. Les choses semblaient enfin tourner en ma faveur. Mais comme l'a dit un vieux philosophe mort dont le nom m'échappe pour l'instant, parfois le chemin qui monte et celui qui descend ne font qu'un. Ce qui veut dire, je crois, que ce qui semble pouvoir améliorer votre vie peut parfois la rendre bien pire. Les premières semaines dans cette maison ont été un rêve. Je ne dérangeais pas les propriétaires, ils ne me dérangeaient pas. J'avais de l'espace pour travailler et un endroit calme où me poser chaque nuit. J'ai vu mon propriétaire 2 ou 3 fois pendant ces premières semaines, mais je n'ai jamais aperçu sa femme, au point que je me suis demandé s'ils n'étaient pas séparés et si elle vivait ailleurs. Puis un jour, il est venu frapper à ma porte pour me prévenir qu'il partait en week-end de pêche. Il s'en allait le vendredi soir et rentrerait tard le dimanche. J'ai répondu « Ok, merci de me prévenir ». Mais avant de partir, il a ajouté « Ma femme ne se sent pas très bien en ce moment. Si elle agit bizarrement, ne vous inquiétez pas. Elle n'est pas elle-même ces derniers temps. » J'ai été un peu surpris qu'elle vive là puisque je n'avais pas croisé son ombre en 3 semaines. Mais je l'ai remercié et lui ai dit que je ferais ce qu'il fallait si besoin. On était alors en milieu de semaine. Le vendredi, je l'ai vu charger son camion de glacières et de matériel de pêche. Je lui ai souhaité un bon week-end en passant vers la maison d'amis. Cette nuit-là a été calme, comme d'habitude, jusqu'à environ 2 heures du matin. J'avais fini de travailler et je m'apprêtais à me coucher. Je suis allé aux toilettes pour une dernière pause, et comme c'était la fin d'été à San Francisco, j'avais laissé la fenêtre grande ouverte pour éviter que la salle de bain ne se transforme en étuve. Pendant que je faisais mes affaires, j'ai entendu quelque chose dehors qui a attiré mon attention. Au début, c'était très faible, mais quelque chose m'a intrigué. Puis j'ai compris, c'était une femme qui pleurait. J'ai terminé mon affaire, suis sorti sur le perron, et j'ai essayé de localiser l'origine du bruit. Je suis resté là, les mains en coupe derrière les oreilles. Une astuce que mon père m'avait apprise enfant, et qui marchait toujours aussi bien. Rapidement, j'ai compris que les pleurs venaient de l'arrière de la grande maison, donc forcément de la femme de mon propriétaire. Je savais qu'il tenait à son intimité, qu'il m'avait prévenu qu'elle était malade. Mais entendre quelqu'un sangloter comme ça sans aller voir aurait été inhumain. Une fois certain que ça venait de l'endroit où se trouvait la piscine, j'ai passé la tête au coin du mur en briques. Une femme était assise sur un meuble de jardin. Je ne voulais pas l'effrayer, elle avait la tête dans les mains et ne m'avait pas vu. J'ai pris ma voix la plus douce possible et j'ai demandé si elle allait bien. J'étais prêt à ce qu'elle sursaute et file à l'intérieur, mais non. Elle est restée immobile, tête dans les mains, continuant à sangloter. Pensant qu'elle ne m'avait pas
entendu, j'ai répété « Madame, ça va ? Vous avez besoin d'aide ?» Cette fois, elle a arrêté de pleurer. Mais au lieu de répondre, elle a tourné la tête vers moi et m'a fixé. Elle m'a regardé à travers les mèches qui lui tombaient devant les yeux, sans un mot. L'ambiance est devenue tellement gênante que j'ai parlé une 3e fois. Je lui ai dit que j'étais le locataire de la maison d'amis, que je vivais là depuis 3 semaines, et qu'elle pouvait m'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. J'espérais au moins un murmure en retour, mais non. Elle m'a fixé d'un air vide, comme si elle regardait à travers moi plutôt que vers moi. J'ai redemandé si elle avait besoin de quelque chose. Au lieu de répondre, elle a regardé au loin, comme dans une autre dimension, puis a fait comme si je n'avais rien dit. J'ai attendu un moment au cas où elle préparait une réponse. Quand elle s'est levée du meuble de jardin, j'ai cru qu'elle allait enfin parler. Mais non, elle s'est contentée de se retourner, de rentrer dans la grande maison et de fermer la porte derrière elle, sans un mot. Cet échange m'a laissé planter là, à me demander « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» et très inquiet pour elle. À l'époque, les téléphones portables n'étaient pas encore dans toutes les poches, donc impossible de joindre mon propriétaire pour lui raconter. Et même si j'en avais eu un, je ne suis pas sûr que je l'aurais appelé tout de suite. Il m'avait répété plusieurs fois qu'ils tenaient à leur intimité, que je ne devais pas approcher la grande maison sauf en cas d'urgence absolue. Et tant que ce n'était pas une urgence, je me suis dit que le mieux était de me taire. J'avais déjà pris le risque qu'elle raconte à son mari que le nouveau locataire était venu rôder autour d'elle en pleine nuit. Ce qui n'était pas vrai, je voulais juste vérifier qu'elle allait bien. Mais qui allait-il croire ? Moi ou la femme avec qui il était marié depuis des années ? Et puis, elle était rentrée en sécurité. Alors je suis retourné dans ma maison d'amis et je suis allé dormir. Le lendemain était un samedi. Au lieu de travailler toute la journée et une partie de la nuit comme d'habitude, j'ai décidé d'aller traîner dans des bars de Hunters Point que je fréquentais avant. J'ai retrouvé Greg, on a bu quelques bières, parlé baseball, et on s'est quitté vers minuit. J'ai pris un taxi pour rentrer. En remontant l'allée vers la maison d'amis, j'ai vu quelqu'un sur le balcon du premier étage de la grande maison. J'étais presque sûr que c'était la femme de mon propriétaire. Je ne voyais que sa silhouette, car elle était dans le noir, avec la lumière de sa chambre éclairant les rideaux derrière elle. En revanche, moi j'étais illuminé comme un sapin de Noël. Les détecteurs de mouvement du jardin et de la maison d'amis s'étaient allumés à mon arrivée. Si elle regardait dehors, elle ne pouvait pas me rater. Juste avant de bifurquer vers ma maison, je lui ai fait un petit signe de la main pour dire bonjour. Après la nuit précédente, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais elle n'a pas bougé d'un millimètre. Elle est restée parfaitement immobile. Je vais être dur, mais je me souviens avoir pensé « Bon sang, qu'est-ce qu'elle est flippante cette bonne femme !» Et je n'allais pas rester planté là comme un idiot, comme la veille. J'ai continué mon chemin vers la maison d'amis. Quand mon propriétaire avait parlé de sa femme malade, j'avais pensé à un rhume ou quelque chose de ce genre. Mais à ce stade, je commençais à me dire qu'elle avait plutôt un problème psychologique. Et ça menait tout un tas d'autres inquiétudes. Si elle faisait une crise et que c'était à moi d'intervenir, je n'avais aucune idée de comment gérer ça, à part d'appeler le 911. Même là, police ou ambulance ? Je ne savais pas du tout quoi faire. Mais c'est elle qui a fini par appeler la police pour moi. Le dimanche matin, le jour où mon propriétaire devait rentrer de son week-end de pêche, je suis sorti pour aller racheter de la crème au magasin du coin. En passant devant la grande maison, j'ai vu sa femme debout sur la pelouse. Je me suis dit que j'allais encore avoir droit au traitement silencieux, parce qu'elle me tournait le dos. Mais quand je suis arrivé à sa hauteur dans l'allée, elle a entendu mes pas, s'est retournée d'un coup, surprise. Je n'allais même pas tenter un bonjour après mes 2 précédentes tentatives, j'ai juste hoché la tête en passant. Mais au lieu de m'ignorer, elle a hurlé « Hé, vous! Qu'est-ce que vous fichez sur ma propriété ?» J'étais stupéfait qu'elle m'adresse enfin la parole. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas répliquer. « Ah, maintenant vous me parlez.
Sachant qu'elle pouvait être fragile psychologiquement, j'ai gardé mon calme et je lui ai expliqué très poliment que j'étais le locataire de la maison d'amis depuis 3 semaines. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas de quoi je parlais et que si je ne quittais pas sa propriété immédiatement, elle appelait la police. Je lui ai dit « S'il vous plaît, ne faites pas ça ». Et j'ai expliqué que ce serait un énorme malentendu. Je lui ai même montré la clé avec laquelle j'ouvrais ma porte et proposé de lui démontrer sur le champ que j'habitais bien là, pour prouver que je n'étais pas un intrus. J'ai gardé la voix basse, l'attitude la plus inoffensive possible, mais elle est partie en trombe en annonçant qu'elle composait le 911. J'ai secoué la tête en me disant « Pour moi, c'est mieux que Hunter's Point ». Puis je suis allé acheter ma crème. À mon retour, j'ai vu une voiture de police garée devant la maison. En tournant au coin de l'allée, j'ai aperçu la femme de mon propriétaire, en train de gesticuler furieusement devant 2 policiers qui avaient l'air passablement ennuyés. Quand elle m'a vu, elle a crié « Le voilà, c'est lui !» comme si elle s'attendait à ce qu'il me plaque au sol sur le champ. Au lieu de ça, l'un des agents s'est approché pour me parler tandis que l'autre restait avec elle pour la calmer. J'ai commencé à raconter mon histoire et j'ai montré comment j'ouvrais la porte de la maison d'Amise avec ma clé. J'ai aussi montré mon portefeuille laissé sur la table après y avoir pris quelques billets et d'autres preuves que j'habitais bien là. J'ai expliqué que la femme de mon propriétaire se comportait très bizarrement ces derniers temps, que je ne m'approchais jamais de la grande maison et que je ne la voyais presque jamais, et que c'était sans doute de là que venait la confusion. Le policier m'a dit qu'elle semblait intoxiquée, qu'elle ne savait pas où était son mari et qu'elle était même confuse sur le jour de la semaine. Compte tenu de ça, et vu que toutes mes affaires étaient là, les 2 agents m'ont cru sur parole. Ils ont raccompagné la femme à l'intérieur. J'ai précisé où était mon propriétaire et qu'il rentrait ce jour-là, donc qu'elle ne resterait pas seule longtemps. Ça a semblé les convaincre. Ils m'ont dit d'appeler s'il se passait autre chose et ils sont partis. Quelques heures plus tard, mon propriétaire est rentré de sa pêche. Je l'ai intercepté dans l'allée pour lui raconter ce qui s'était passé avec sa femme. Je n'ai pas mentionné que j'étais allé près de la maison la nuit précédente, mais j'ai parlé des pleurs que j'avais entendus et de l'appel à la police. Il n'a pas réagi jusqu'à ce que je parle des policiers. Il avait l'air de trouver ça anodin jusqu'à ce que je mentionne que les agents avaient inspecté la maison d'amis. Là, soudain, ça devint une priorité. Il m'a promis que ça ne se reproduirait pas et il est parti en trombe, sans doute pour aller confronter sa femme. Ne vous méprenez pas, j'étais content qu'il semble de mon côté. Les rencontres gênantes avec sa femme passent encore, mais qu'elle essaie de me faire arrêter, c'était autre chose. Cela dit, sa réaction quand j'ai parlé des policiers m'a chiffonné. Il semblait habitué aux crises de sa femme, juste un peu agacé. Mais dès que j'ai mentionné les agents qui avaient regardé autour de la propriété, même si c'était juste ma maison d'amis, son attitude a complètement changé. Je comprenais qu'il se soit habitué à ses accès de colère et que l'intervention de la police soit une escalade inutile à ses yeux. Mais son inquiétude quand les policiers avaient fouillé les lieux m'a paru suspecte. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. J'habitais là depuis environ 3 mois quand Greg est passé me prendre. On avait des places pour un match des Giants, et j'étais surexcité. J'ai toujours adoré le sport. Je suis monté dans sa voiture côté passager en lançant « Salut mon pote, ça va ?» Mais Greg avait l'air d'avoir vu un fantôme. J'ai demandé « Bah, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il m'a répondu par une question. Tu vis là-dedans ?» Il parlait de la maison d'amis et de la grande maison du terrain dans son ensemble. J'ai répondu « Ouais, c'est plutôt sympa comme deal. » Greg a soupiré, on a démarré vers Candlestick Park, et sur la route il m'a raconté l'histoire. Environ 5 ans avant mon arrivée, à San Francisco, il y avait eu une affaire très médiatisée, la disparition de la fille d'un riche représentant pharmaceutique. Un jour, elle avait dit à ses parents qu'elle allait se promener au parc local, et elle n'était jamais revenue. Ils avaient appelé la police le lendemain après avoir contacté tous ses amis, mais aucun témoin ne l'avait vue près du parc ce jour-là. Elle s'était volatilisée. Ses parents éplorés avaient tenu plusieurs conférences de presse devant chez eux pour les infos locales, suppliant qu'on leur donne la moindre information.
Greg, qui était en terminale à l'époque, avait vu ces reportages et ça l'avait marqué, lui et ses amis, parce que la disparue avait exactement leur âge. Quand il s'était garé devant la maison de cet après-midi-là et avait regardé par la vitre, il avait reconnu l'endroit. Il n'arrivait pas à se souvenir d'où, mais quand je suis monté dans la voiture, ça lui était revenu. C'était la maison des conférences de presse. La lycéenne disparue était la fille de mon propriétaire. Vous imaginez l'ambiance pendant le match. On a passé presque tout le temps à parler de la fille disparue, de la femme de mon propriétaire, et de comment tout prenait soudain un sens horrible. Elle n'était pas folle, ou du moins, pas seulement. Elle était brisée par le chagrin, et vu son comportement, probablement noyée dans l'alcool ou les médicaments. Greg m'a dit qu'on n'avait jamais retrouvé la fille, mais après 5 longues années sans la moindre piste, presque tout le monde supposait qu'elle avait été tuée par un suspect, plus tard surnommé le Golden State Killer. Tout le monde espérait qu'elle avait juste fugué et qu'elle réapparaîtrait un jour pour une fin heureuse. Mais au fond, tout le monde pensait le contraire. Quelque chose de terrible lui était arrivé, et elle ne reviendrait jamais. J'ai eu énormément de peine pour mon propriétaire et sa femme. J'aurais préféré savoir ça plus tôt pour ne pas la traiter comme une vieille cinglée. Les apparences, comme on dit, peuvent être très trompeuses. Quelques semaines après avoir appris tout ça sur leur fille disparue, j'ai remarqué que la pression de la douche baissait. Comme c'était aussi le jour où je devais payer mon loyer, j'ai décidé d'aller à la grande maison pour remettre mon chèque et signaler le problème d'eau en même temps. J'ai pris l'enveloppe et je me suis dirigé là-bas. Juste avant d'appuyer sur la sonnette, j'ai entendu mon propriétaire et sa femme se disputer violemment. Ils hurlaient. J'ai entendu le mari crier qu'elle passait son temps à s'apitoyer sur son sort. Puis il a continué quelques secondes avant qu'elle ne réponde en criant. « Je ne serais pas comme ça si ce n'était pas à cause de ce que tu as fait. » Il a répliqué. « Ce que j'ai fait, tu oublies que c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin au départ ?» J'ai pensé, ok, je ne devrais vraiment pas écouter ça. Je suis reparti chez moi, j'ai écrit un mot sur le problème de pression d'eau au dos de l'enveloppe de loyer, et je suis retourné glisser le tout sous leur porte. Les cris avaient cessé, donc j'ai supposé qu'ils avaient fini de s'engueuler et je suis retourné à mes occupations. Peu après, j'ai dit à Greg que je pensais chercher un autre logement. Il m'a répondu que ça ne l'étonnait pas et que pour lui ce n'aurait même pas été un dilemme. Mais c'était facile à dire pour lui. Il ne vivait pas cette situation. Je me disais que la seule raison pour laquelle mon propriétaire louait la maison d'amis était qu'ils avaient besoin d'argent, et que la plupart des gens en ville étaient au courant du drame. Ils avaient dû avoir du mal à trouver un locataire jusqu'à ce que mon cul ignorant débarque dans leur allée en s'exclamant « Waouh, quel bel endroit !» Si je partais du jour au lendemain, je sais dans quelle galère financière je l'ai laissé. Quelques centaines de dollars par mois, ce n'est pas énorme, mais pour des gens âgés, surtout avec une femme malade à charge, ça peut faire toute la différence. Je me serais senti comme une ordure de les laisser tomber comme ça. Mais en même temps, je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer à vivre là. Il y avait comme un nuage sombre au-dessus de cette maison, le même qui m'avait suivi après le match cet après-midi-là. Et puis, pour changer de métaphore, il y avait aussi l'aspect bombe à retardement. Quoi qu'elle prenne pour gérer son chagrin, elle en prenait soit trop, soit pas assez. Et la façon dont ils se disputaient me laissait penser que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose n'arrive. Je ne savais pas quoi, mais je sentais que ça venait. Et quand ça arriverait, je ne voulais surtout pas être là. Quelques semaines plus tard, on était fin octobre, juste autour d'Halloween. La maison était calme, je n'avais plus revu la femme. Je commençais même à me dire que j'avais été un peu hâtif en cherchant un autre logement. L'endroit avait ses défauts, mais tous les logements en ont, et je me sentais un peu coupable de tout ramener à moi alors que c'était leur deuil, leur fardeau. Peut-être que le mieux était de ne plus y penser et de me rappeler que ça ne me regardait pas. Et ça a marché, jusqu'à ce que ça me regarde. C'était le 3 novembre 1989. Je m'en souviens parce que c'était un vendredi et que j'allais sortir boire quelques bières avec Greg. J'ai fini de travailler vers 16h, je me suis préparé en 15 minutes, et en sortant de chez moi pour descendre l'allée, j'ai vu plusieurs voitures de police tourner et se diriger vers la grande maison.
Je n'ai pas pu m'empêcher de lancer en les voyant arriver en uniforme. Un peu tard pour les bonbons ou un sort, non les gars? Vous devriez enlever ces déguisements. Mais je n'ai pas pu finir ma phrase. Dès qu'ils m'ont repéré sur le côté, ils ont tous sorti leurs armes. Ils se sont retournés et ont hurlé pour que je lève les mains en l'air. Ça me fait rire aujourd'hui, mais sur le moment j'étais mort de trouille et j'étais tétanisé. Au lieu de crier « Ne tirez pas !» ou quelque chose de sensé, j'ai hurlé « C'était une blague, c'était juste une blague !» Mais pendant qu'ils s'approchaient en me disant de me mettre à terre, j'ai réalisé que la femme de mon propriétaire avait encore dû appeler la police pour ma poire. Je me suis retrouvé face contre terre, menotté, en train de répéter « Monsieur, il y a sûrement une confusion, laissez-moi expliquer !» Mais contrairement à la première fois où les policiers avaient été calmes et polis, l'un d'eux m'a crié de me taire. Ils m'ont arrêté comme si j'étais la lie de l'humanité. Ils jouaient les durs, mais je restais calme, leur expliquant que je louais la maison d'amis sur la propriété. L'un d'eux m'a encore dit de fermer ma gueule. Pendant que deux d'entre eux m'ont mené vers leur voiture, les autres sont partis vers la maison en parlant de sécuriser les lieux. J'ai gardé le silence, mais j'étais quand même un peu suffisant. Je savais qu'une fois tout mis en ordre, j'allais porter plainte contre chacun de ces imbéciles pour m'avoir arrêté chez moi. Une fois, passe encore, mais 2 fois, et de cette façon, ça n'allait pas se faire. Pas dans cette vie, ni dans la suivante. Bref, ils m'ont emmené au poste de Mill Valley. J'étais encore sûr à 100% qu'ils m'avaient arrêté par erreur. Mais quand ils ont lu les chefs d'accusation pendant la procédure, j'ai compris que quelque chose de très grave était en train de se passer. On m'accusait de suspicion d'enlèvement, de séquestration, de plusieurs autres délits mineurs et, tenez-vous bien, d'exercice illégal de la médecine. Là, j'ai perdu mon calme. J'étais en mode « Mais de quoi vous parlez ?» L'enlèvement et tout le reste, c'était déjà un cauchemar en soi. Mais l'exercice illégal de la médecine, c'était du délire complet. Autant m'accuser de trafic de laitue et de bacon, ça aurait eu tout autant de sens. Je savais qu'il ne fallait pas parler sans avocat, alors je me suis tu. Ils ne m'ont pas posé de vraies questions avant l'arrivée de l'avocat. Mais au lieu de m'interroger sur ma personne, ils semblaient très intéressés par mon propriétaire. Ils m'ont demandé où il était. J'ai répondu « en week-end de pêche ». Ils ont réagi comme si c'était une couverture. L'un d'eux a crié « Connerie, on sait qu'il n'est pas à la pêche, où est-il ?» Ils m'ont menacé. Si je ne coopérais pas, ils s'assureraient que je prenne le max pour chaque chef d'accusation, pas juste comme complice. En gros, ils me promettaient la prison à vie si je ne disais pas la vérité. Évidemment, je n'avais aucune idée de ce dont ils parlaient. J'ai répété que, pour autant que je sache, je ne savais pas où était mon propriétaire. Il m'avait juste dit qu'il partait pêcher et je n'avais aucune raison d'en douter. Les policiers m'ont bombardé de questions. Quand j'avais emménagé, ce que je faisais comme travail, etc. Ils m'ont aussi interrogé sur ma relation avec mon propriétaire. Est-ce que j'étais proche de lui? J'ai répondu « Certainement pas, il m'a même prévenu de rester loin de la maison parce qu'il tenait à leur intimité. Et que s'il était impliqué dans quelque chose de louche qu'ils essayaient de me coller sur le dos, il se trompait de cible. » J'ai ajouté que j'étais prête à coopérer pleinement à l'enquête. Surtout vu que ces accusations étaient complètement dingues et que je voulais m'en éloigner le plus possible. Les policiers ne se sont pas radoucis, mais ils ont arrêté de me traiter comme une merde collée sous leur semelle. Ils m'ont relâché peu après, mais m'ont prévenu de ne pas quitter la ville. Je pouvais être réarrêté à tout moment. Ils n'ont pas voulu me dire exactement ce qui se passait, juste que je risquais de ne plus voir mon propriétaire ni sa femme pendant un moment, ce qui pourrait affecter ma location. C'était la dernière chose que je voulais entendre. Je me voyais déjà repartir à la chasse aux appartements. Mais j'avais également tort vis-à-vis d'une autre de mes théories. Pourquoi les policiers semblaient si obsédés par la recherche de mon propriétaire? En rentrant en taxi, l'histoire d'enlèvement et de séquestration tournait en boucle dans ma tête. Ça peut paraître fou, mais j'ai pensé que mon propriétaire avait peut-être retrouvé le salaud qui avait enlevé sa fille des années plus tôt. Mais l'accusation d'exercice illégal de la médecine, combinée à l'enlèvement, me donnait des frissons. Quel genre de choses tordues faut-il faire à quelqu'un pour que ça devienne un chef d'accusation? Le torturait-il? Lui faisait-il une opération chirurgicale? Qu'est-ce qui se passait, bon sang? Je n'ai découvert toute la vérité que bien plus tard, mais comme je l'ai dit une 12aine de fois, c'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer.
Comme je n'avais plus personne à qui payer le loyer, je suis resté dans l'appartement jusqu'à ce que l'eau et l'électricité soient coupées. Ensuite, j'ai squatté le canapé de Greg en gardant la maison d'amis comme garde-meuble le temps de trouver un nouveau logement. Tout ça s'est étalé sur environ 2 mois, avec des informations sur mon propriétaire qui sortaient goutte à goutte jusqu'à ce que toutes les pièces du puzzle ne s'assemblent. Mais la plus grosse révélation est arrivée quand la police a retrouvé la fille de mon propriétaire. Pas morte, pas vivante. Entre deux. Dans une petite maison, louée à Los Ranchitos, ils ont découvert la fille disparue de mon propriétaire. Elle était émaciée, alitée sous assistance respiratoire, et semblait être dans un coma profond depuis 5 ans et demi. Mon propriétaire gardait sa fille en vie, apparemment suite à un grave traumatisme crânien. Il le faisait avec du matériel médical obtenu d'un mystérieux donateur bien équipé, sans doute grâce à ses contacts dans le milieu médical. Mais pourquoi ne pas l'avoir emmenée à l'hôpital pour des soins appropriés? Pourquoi la laisser pourrir lentement dans un appartement infesté de cafards en haut des collines? Parce que c'était la femme de mon propriétaire qui avait infligé la blessure à la tête fatale. Je ne sais pas qui a craqué en premier une fois qu'ils ont été arrêtés et que l'endroit où se trouvait la fille a été découvert, mais quelqu'un a fini par parler. Et quand la nouvelle a éclaté, ça a fait les gros titres pendant quelques jours, jusqu'à ce que le cycle d'actualité passe à l'affaire plus intéressante, les suites du tremblement de terre de Loma Prieta, et les efforts de secours et de reconstruction. 5 ans plus tôt, la femme de mon propriétaire et sa fille avaient eu une dispute terrible. On n'a jamais su exactement sur quoi, mais c'était assez grave pour que la fille gifle sa mère. La femme de mon propriétaire a perdu les pédales, a attrapé un objet lourd sur un meuble et l'a frappé à la tête. Soit elle a frappé très fort, soit elle a touché avec un angle tranchant. Mais la fille s'est évanouie sur le coup et ne s'est jamais réveillée. Et au lieu de faire ce qu'il fallait et d'envoyer la mère en prison, ils ont décidé d'étouffer l'affaire, de garder leur fille en vie et d'espérer pouvoir la réveiller un jour. Évidemment, ils n'y sont jamais arrivés. Après une longue enquête inter-État, mon propriétaire a été suivi jusqu'à l'appartement de Los Ranchitos où sa fille, alitée, a été découverte. Je n'arrivais pas à croire que j'avais partagé un logement avec des gens pareils, et que j'avais rationalisé tout ce que j'avais vu et entendu au point d'avoir pitié d'eux. Ce qu'ils avaient fait était terrible, monstrueux, mais ils l'avaient fait par un amour déformé et un besoin tordu de préserver leur famille. Et c'est ça qui me hante le plus dans toute cette histoire dérangée. Je ne pense pas que c'était des mauvaises personnes, mais ils ont commis une chose affreuse, tous les deux. Et si des gens normaux, ordinaires, sont capables de ça, alors, selon moi, le monde devient tout à coup un endroit bien plus sombre et bien plus effrayant. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un très fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.